Les masterclass France Culture, c'est une vie, une œuvre, à voix nue, un processus de création raconté par son auteur, seul en scène, face au public, venu nombreux aujourd'hui vous écouter dans le studio 105 de la Maison de la Radio. Bonjour à tous et merci d'accueillir Olivier Assayas. On peut lui dire bonjour. Voilà. Merci. Olivier Assayas, grand parmi les grands metteurs en scène français, héritier de la nouvelle vague, cinéphile et spécialiste de cinéma asiatique. Il a conversé avec Bergman, fait l'éloge de Kenneth Anger, réalisateur américain classé underground, théorisé sur Guy Debord et son art de la guerre. Mais c'est aujourd'hui la fabrique de son cinéma qui nous intéresse. Dans l'ordre, tout commence avec Désordre, titre de son premier film. Dernière en date, Personal Shopper. Entre cette première et cette toute dernière fois, il a tourné 14 longs métrages, dont Irma Vep, fin août, début septembre, Les Destinées sentimentales, Demon Lover, Carlos, Après mai ou encore Sils Maria, filmographie complète à retrouver sur franceculture.fr. Et des cours, et des docs, et des scénarios pour les autres. André Téchiné hier, Roman Polanski aujourd'hui. Une œuvre singulière entre génération et géopolitique, introspection et hommage au cinéma. Bonjour à vous, Olivier Assayas. Il faut être fou pour entraîner quelqu'un dans sa destinée et pour s'introduire dans la sienne, prétend Jean-Charles Berling dans Les Destinées sentimentales. C'est pourtant ce à quoi nous engagent quelque part vos films, Olivier Assayas. C'est aussi votre définition du cinéma. Bon, dans Les Destinées sentimentales, c'est Jacques Chardon qui a écrit ça, c'est pas moi, donc j'ai repris. Il me semble que le cinéma, d'abord, je le vis comme un extraordinaire privilège, enfin comme la chance de pouvoir pratiquer un art qui est aussi une manière de vivre et qui donne, je crois, de profondes satisfactions à la fois intellectuelles, artistiques et même existentielles, dans le sens où un film, c'est une expérience, c'est une aventure, c'est un risque, et en même temps c'est quelque chose de collectif, de vécu ensemble avec autrui. C'est-à-dire que il y a d'autres arts qui sont collectifs, mais je crois que le cinéma l'est encore plus par son côté presque troupe itinérante. Quand on tourne un film, on se déplace d'un décor à un autre, d'un lieu à un autre, et même souvent dans mon cinéma, d'un pays à un autre, avec ce que ça veut dire aussi de découverte, de lieux, de gens, de territoires, de langues, de culture. C'est toujours la question de comment on en est arrivé là, et je crois que si moi j'ai eu envie de faire des films, peut-être c'est parce que je pressentais qu'il y avait quelque chose qui, dans cette vie, dans cette manière de vivre, dans ce rapport à l'art, me correspondait. Mais en même temps, quelle irresponsabilité, quoi, quand on est adolescent, très jeune, ou quelle arrogance, j'en sais rien, de dire je vais faire des films, parce qu'à ce moment-là, c'est quand même extrêmement loin de soi, et c'est un pari sur le futur incroyablement hasardeux. Mais vous avez commencé par regarder ceux des autres, par critiquer ceux des autres, puis par écrire des scénarios avant de tourner votre premier court, même, non ? Non, pas exactement, parce que ça fonctionne pas exactement comme ça. J'ai vu des films, oui, bien sûr, on voit tous des films, et j'ai appris le cinéma comme beaucoup de gamins, de très jeunes gens de ma génération. Je vivais pas à Paris, je vivais à la campagne, donc je voyais des films au ciné-club de la télévision. Moi, ma culture cinématographique s'est faite sur un petit écran, dont l'écran était la taille de la moitié de cette table ronde. Donc c'est une éducation un peu sur le tas. Il se trouve que mon père était scénariste, il a écrit des films pour le cinéma, puis pour la télévision. Donc comme j'avais envie de faire des films, de travailler dans le cinéma, enfin c'était très jeune, je me suis retrouvé à faire des petits boulots dans le cinéma, vraiment des petits boulots, alors vraiment très triviaux, enfin très primitifs. Et puis j'ai commencé à faire des courts-métrages, et commençant à faire des courts-métrages, j'avais le sentiment de pas être mûr,
de pas comprendre encore mon rapport au cinéma, de ne pas au fond avoir en main mon outil. Et c'est à ce moment-là que s'est présentée la possibilité d'écrire sur le cinéma, en l'occurrence au Cahier du cinéma, et j'ai un peu appris le cinéma tout seul en écrivant au Cahier du cinéma, mais enfin entouré d'un comité de rédaction, d'une équipe qui à cette époque-là était passionnante. Donc vous tombez dans la marmite assez jeune, vous le dites, puisqu'on parle quand même de destinée, autour des destinées sentimentales. Vous diriez que vous y étiez d'une certaine manière prédestiné, qu'il y avait une vocation pour cela. Vous auriez pu exprimer ce que vous aviez exprimé autrement, en passant par d'autres moyens. Vous peignez, d'ailleurs aussi, vous écrivez. Si vous voulez, moi, il y a une sorte de triangle, enfin une sorte de triangulation. J'ai commencé à peindre quand j'avais 15 ans, c'est-à-dire, j'ai commencé à peindre. J'ai pris des couleurs, des pinceaux, des tubes, et j'ai commencé à faire des trucs, à gribouiller ceci, cela, etc. Mais enfin, néanmoins, entre l'âge de 15 et 25 ans, le dessin, la peinture, le graphisme ont joué une part essentielle dans ma vie. Pour deux raisons. L'une, c'est que même si mon ambition, mon rêve, ma vocation, si vous voulez, je le prends comme un mot d'ailleurs très énigmatique. Pourquoi à un moment donné on se met dans la tête qu'on a envie de faire ça et que ça vous semble une évidence? C'est très difficile d'épiloguer là-dessus, quoi. C'est un fait, c'est une donnée. Ça a été une donnée dans mon existence, mais enfin néanmoins ça me semblait encore une fois très lointain et très inaccessible. Un âge où peut-être j'avais envie d'ailleurs de m'exprimer artistiquement, parce que au moment de l'adolescence, il peut y avoir ce désir-là. Enfin, en tout cas, il était présent chez moi et il s'est écoulé, canalisé plutôt à travers la peinture, et un rapport très primaire, encore une fois, à la peinture, puisque c'était plutôt de la peinture abstraite. Même si j'ai évolué vers la figuration, mais enfin quand même il y avait cette chose élémentaire, quoi, du rapport à la matière, à une sorte de combat même d'ailleurs avec la matière, la toile. Donc moi je me serais bien vu peintre à cet âge-là. C'est pour moi, mais le désir de cinéma était tellement fort que y avait cette idée que je pratique, quand je serai grand, plus tard, je pratiquerai la peinture et éventuellement le cinéma, que l'un et l'autre, enfin, ils n'étaient pas incompatibles. Et puis, il s'est produit que progressivement, je suis arrivé à un moment donné où l'idée de suivre deux pistes aussi puissantes était impossible, j'étais certainement, sans doute au-delà de mes forces, que la solitude du dessin ou de la peinture, c'est-à-dire que quand on est dans sa chambre, j'allais dire dans son atelier, j'ai jamais eu d'atelier, dans la pièce où je dessinais, cette solitude à gratter, à dessiner, à peindre, etc., c'est une sorte de dialogue avec soi-même qui produit une sorte d'isolement, d'aliénation, de solitude qui, à un certain moment, m'a paru intolérable, et j'ai eu une sorte de révélation que le cinéma me permettait de poursuivre au fond ce que je cherchais à travers la peinture, mais dans le cadre d'un travail collectif, de groupe, où je n'étais pas séparé du reste du monde, mais où j'allais plutôt à la rencontre du monde, dans le fait encore une fois, d'explorer le monde, d'explorer dans ce que j'ignorais de la société, ce que j'ignorais des êtres, et que d'une certaine façon, c'était là où il y avait de l'introspection dans la peinture. Et ben, il y a une forme d'exploration dans le cinéma, et que sans doute cette forme d'art que correspondait mieux, plus profondément à mon tempérament. Donc c'est un retour au figuratif, c'est un retour au réel avec le cinéma. On peut quand même imaginer que la peinture a continué à influer, à imbiber votre cinéma d'une certaine manière. Oui, enfin dans le sens où j'ai l'impression d'avoir appris, j'ai envie de dire l'essentiel, mais oui, ce qu'il y a au cœur des choses, à travers cette étrange pratique de la peinture abstraite. Je dis ça dans le sens où
Vous dessinez une pomme, 2 pommes, 3 pommes, voilà. Elles sont dessinées, le dessin est fini, il représente plus ou moins bien, de manière plus ou moins intéressante ces 3 fruits. Vous peignez quelque chose d'abstrait, ce que vous commencez à faire est énigmatique, ce que vous continuez à faire est énigmatique, et le moment où vous considérez « Ah tiens, ça y est, c'est ça », est arbitraire. Et donc c'est porté par une sorte d'intuition qui fait qu'il y a en vous une sorte d'étrange outil de mesure qui vous indique le nord, un peu comme une boussole, et qui, à un moment donné, vous dit à quel moment vous êtes arrivé. Ça, c'est pareil avec un film. Oui, le moment où c'est terminé, non. C'est aussi un peu arbitraire, mais vous sentez ce moment-là quand un film est terminé? Non, parce que c'est pas de la même nature. Mais même si ma pratique du cinéma procède de la façon de ce que j'ai appris dans la peinture, mais j'ai l'impression que ce que j'ai appris dans la peinture, c'est une sorte de foi dans une idée un peu informulable, indicible de l'art qui est à l'œuvre à l'intérieur de la création. Et donc, oui, il y a quelque chose de cet ordre-là dans la pratique du cinéma, mais encore une fois, le cinéma est plus figuratif. Donc, d'une certaine façon, moi, c'est vrai qu'au fond, je finis par concevoir mes films et travailler sur mes films comme un musicien travaille sur de la musique et d'une certaine façon comme un peintre travaille sur un canevas, dans le sens où, oui, ce sont des ajustements, etc. Mais il s'agit, dans le cinéma, de raconter une histoire. Cette histoire, elle a un début, elle a un milieu, une fin, et c'est plus rationnel que l'aspect un peu poétique au sens le plus abstrait de la peinture. Olivier Assayas, on peut retoucher un tableau, on peut y rajouter une petite couche de peinture. Avec un film, c'est un peu plus compliqué. Est-ce qu'il vous est quand même néanmoins arrivé de retoucher certains de vos films, peut-être par le biais du montage ou d'autres processus? On ne peut pas faire comme ce que faisait Pierre Bonnard, qui allait dans les musées repeindre ses tableaux. J'aimerais bien pouvoir le faire. Mais je me suis posé la question, par exemple, uniquement pour un seul film d'ailleurs. Ça s'est posé pour moi pour un film qui était mon 3e, 4e film, qui est un film qui s'appelait Une nouvelle vie, qui hélas est un film bancal pour des raisons qui ont à voir avec la façon dont il s'est fait, dans le sens où on a été obligé de couper une semaine de tournage, donc j'étais obligé de me débrouiller, enfin de monter le film avec des béances, et en même temps le film faisait plus de 2h30 dans son premier montage, donc il a fallu le réduire à 2 heures. Donc au fond, c'est comme un film que j'ai resculpté à l'intérieur d'une matière, mais dont les équilibres étaient un petit peu différents. Et c'est un film que j'aime bien, que j'aime beaucoup, mais dans lequel, avec le recul, j'aimerais pouvoir un jour faire des rectifications, parce que ces choses se sont faites de façon tellement difficile et conflictuelle à l'époque que j'ai l'impression d'avoir raté quelques petits ajustements qui seraient faciles à corriger. Mais enfin, voilà. Mais ça, comme il y a une réponse littérale à votre question, je vous la donne. Mais hélas, dans les films, on ne peut pas vraiment faire ça en général. Olivier Assayas, c'est peut-être pas votre souci premier, mais la part narcissique d'un film, elle n'est pas totalement anodine. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous demander quelle image de vous nous renvoie, nous donne vos films ? Oui, alors ça, c'est une bonne question. Merci. Non, mais enfin, disons dans le sens où elle m'interroge. Disons qu'il faut avoir une certaine dose d'irresponsabilité pour faire des films. Comme je l'ai fait, c'est-à-dire à la première personne. J'ai toujours fait tous mes films dans une situation d'entière liberté qui est comparable à celle d'un romancier écrivant un roman. Donc je suis pas, y a rien, je suis pas, j'allais dire caché, c'est pas caché, mais je suis pas voilé, disons, derrière l'adaptation d'un roman, derrière une commande, derrière, j'en sais rien, enfin, ou une pratique un peu du genre, un peu industrielle, etc. J'ai l'impression de m'exposer un peu. De façon y compris indécente dans chaque film que j'ai fait, d'une manière ou d'une autre. C'est le processus de la fiction. Parce que, encore, la fiction, elle procède toujours un tout petit peu de l'autobiographie. Enfin, ce qu'on raconte, on le raconte parce qu'on l'a vécu, on l'a ressenti, etc. Et donc, à un moment donné, on se met à nu. Moi j'ai été frappé quand j'ai eu la chance de rencontrer Ingmar Bergman et de faire un entretien avec lui. J'étais très jeune cinéaste, c'était après mon 2e film.
et j'ai préparé ça de façon extrêmement sérieuse, extrêmement scolaire. J'ai revu certains des films que je connaissais quand même bien. J'ai vu ceux de son abondante filmographie que j'ignorais. J'ai relu son admirable autobiographie Laterna Magica, et d'une certaine façon, je me suis retrouvé en face de Bergman, et à qui j'ai commencé à poser des questions. Et au fond, les réponses qu'il me donnait, je les connaissais déjà. Je les connaissais déjà parce qu'il les avait écrites dans son livre, et même si c'était quelqu'un à sa façon de réservé, de très pudique, côté protestant, scandinave, etc. Au fond, je me suis rendu compte que les questions que je posais avaient presque quelque chose de dérisoire par rapport à la crudité des réponses qu'il donnait lui-même dans ses films. Que je ne voyais pas comment il y aurait eu moyen dans notre conversation que j'amène Bergman plus loin que ce qu'il exposait de lui dans des films qui sont souvent on ne peut plus crus. Qui en disent beaucoup plus long que ce qu'il aurait pu bien vous sûr, dire, que ce que les mots peuvent dire. Aujourd'hui, quand même, vous diriez dans quel de vos films vous êtes-vous le plus exposé, si on reprend cette longue filmographie? Ou alors, peut-être, c'est la question sous-jacente, le film qui vous correspond le plus aujourd'hui à vos yeux? Disons que j'ai sûrement... Il y a deux films qui, d'une façon ou d'une autre, sont ouvertement autobiographiques. L'un, c'est L'eau froide. L'autre, c'est Après mai. Ça raconte à peu près le même personnage, à la même époque, au même âge, sous deux angles très différents, mais en essayant d'explorer justement cette question de l'autobiographie au cinéma, en sachant que simultanément, l'autobiographie littérale au cinéma est une impossibilité. Tout est transposé, tout est revu, réaménagé. C'est pas vous qui jouez, c'est pas les lieux, c'est pas etc. Mais ce sont deux films qui sont animés, déterminés par le souvenir et par le désir d'essayer de reconstruire une sorte de lien avec l'adolescent que j'ai été, avec ce que j'ai vécu à 16, 17, 18 ans, pris dans le maelstrom de ce qu'étaient ces années, qui étaient des années révolutionnaires dans lesquelles on remettait en question toutes les valeurs de la société, où j'ai eu l'impression d'être pris dans ces courants-là et dans ces remous-là, donc et qui m'ont constitué. Donc je suis dans ces deux films-là. Ensuite, j'ai l'impression d'avoir, quand je fais des films comme fin août, début septembre était assez... c'était une sorte aussi, pareil, c'est pas exactement un roman à clé, mais enfin, disons que je me racontais pas mal dans ce film-là aussi. Oui. La part autobiographique, c'est un début de réponse à la question assez classique de pourquoi faites-vous des films. C'est aussi une manière de réfléchir à votre art, à votre pratique. C'est pour ça qu'on continue, j'imagine, Olivier Assayas, et aussi au monde qui nous entoure. Mais vous avez dit une fois que faire des films, c'était aussi pour vous un moyen de combler un manque, une absence, un vertige. Autrement dit, est-ce qu'aujourd'hui, vous direz que tout film réalisé crée un creux, en creux, une sorte de vide que le prochain film va tenter de remplir? Est-ce que chaque film soulève une nouvelle question, que le film d'après apportera une réponse? Oui, absolument. Enfin, je dis ça dans le sens... enfin, il y a un côté un peu Sisyphe, hein, mais disons que on espère toujours, quand on fait un film, que ce film va être plus qu'un film. Parce que ce qu'on met en branle en faisant un film est d'une telle richesse, d'une telle complexité humaine, c'est une expérience humaine et une aventure humaine tellement forte qu'on a toujours l'impression que ça déborde du cinéma, ce qui est en train de se passer sur le tournage. Et que donc on avance sans se retourner, en essayant d'aller le plus loin possible. Et puis après, on a une montagne d'images qui sont les rushs du film, à partir dans lesquels on va sculpter ce que va être le film proprement dit. Et puis progressivement, couche après couche, rationalisation après rationalisation, ça finit par devenir un film. Et avec ce que ça a de frustrant dans le fait que ça ne soit qu'un film. Mais comment faire autrement? Il me semble que l'empreinte, la trace de certaines choses qui ont été vécues sont réservées à l'équipe qui a fait le film, qui a vécu les mêmes choses. Après, le substrat, c'est le film qu'on en extrait. Mais il y a toujours l'idée que peut-être on pourra arriver à aller plus loin et qu'on pourra arriver à...
comme disent les anglo-saxons, mettre de la foudre dans une bouteille, mieux que la fois précédente. Alors vous êtes parti très haut, moi je vais redescendre un peu. Est-ce qu'on peut dire du coup que après mai, 20 ans après, est une réponse à l'eau froide? Est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière que Personal Shopper est une réponse à Demon Lover? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un diptyque aussi entre Sils Maria et Personal Shopper? Et Irma Vep. Mais oui, non. Juliette Binoche avait dit un truc vachement bien dans un entretien où elle disait « je fais ma filmographie dans le désordre ». Et je trouve que c'est une chose qui m'a frappé parce que j'ai trouvé ça en fait très vrai. C'est-à-dire dans le sens où il y a les circulations que vous décrivez littéralement entre tous mes films. Je pourrais faire un diagramme en dessinant le passage de tel personnage dans tel film à tel personnage dans tel autre film, la façon dont l'un inspire l'autre, dont l'un est le prolongement de l'autre, dont tel élément dans tel film peut être peut-être à la racine de quelque chose, mais ou de la même manière, et ça ça m'est apparu d'ailleurs de façon troublante. Mais peut-être ça donne la meilleure façon possible de raconter ça. J'ai fait justement les destinées sentimentales dont on parlait plusieurs années après l'eau froide. Hein. J'ai dû faire l'eau froide, si je ne me trompe pas, en 94, et j'ai fait les destinées sentimentales en 2000, donc 6 ans plus tard. Et comment dire, il y a une grande fête nocturne dans l'eau froide qui est vraiment ce moment où c'est l'hiver, il fait froid, c'est la nuit, il y a ces ados qui font la fête dans les bois, dans ces ruines d'une vieille demeure bourgeoise abandonnée. Et ça m'a frappé quand donc l'été 2000 ou l'été 99 d'ailleurs je crois, je tournais en Charente la scène du grand bal des destinées sentimentales dans cette demeure bourgeoise où je reconstituais les fastes d'une grande fête avec la musique, les danseurs, tout ce décorum enfin des fêtes de la bourgeoisie de la fin du 19e siècle. Et au fond, je me suis dit, mais en fait, c'est comme si les ruines des destinées sentimentales étaient les ruines du château des destinées sentimentales. Et c'est comme si, d'une certaine façon, j'avais fait, mais c'est ce que je pensais d'ailleurs, dans les destinées sentimentales, une sorte de prequel, une sorte de prologue littéralement au cinéma, au film contemporain que j'ai fait, comme si, encore une fois, les fantômes des destinées sentimentales, rétrospectivement, auraient pu hanter l'eau froide. Les masterclass de France Culture, aujourd'hui c'est la vôtre, Olivier Assayas. On est ensemble pour 1 heure au moins pour discuter un peu autour de votre processus de création. Et justement, alors étudiant en lettres, en littérature, critique ensuite, notamment au Cahier des cinémas, avant de passer devant la caméra, les mots d'abord. Est-ce que ça explique peut-être pour vous l'importance du scénario? Vous l'évoquiez déjà tout à l'heure. C'est quoi? C'est plus qu'un canevas pour vous, le scénario? C'est plus qu'une étape dans le processus? J'ai un rapport complexe au scénario. Peut-être aussi pour des raisons, y compris psychanalytique, du fait que mon père était scénariste, donc j'ai un rapport suspicieux au scénario. J'ai appris à écrire, en plus dans des circonstances qui n'étaient pas très agréables, dans le sens où mon père était âgé, il était malade, il avait la Parkinson, et je devais avoir 19 ans, 20 ans, et je lui servais comme béquille ou de secrétaire pour écrire des séries télé qui me disaient rien qui vaille. Et donc il y avait quelque chose de douloureux dans ce travail avec mon père diminué, à faire quelque chose que j'aimais pas, à me forcer, mais où j'ai été obligé, disons, d'apprendre littéralement à écrire un scénario. Ça m'a donné une sorte d'avantage
de savoir, de connaissances que n'avaient pas les gens de ma génération, les jeunes gens de ma génération qui en étaient au même point que moi, du point de vue de leur désir de faire du cinéma. Donc, très tôt, j'ai commencé à écrire des scénarios de courts-métrages pour des copains parce que j'étais une sorte de je sais pas, j'étais celui qui savait écrire de la bande, quoi, quelque chose comme ça. Et du coup, j'ai beaucoup travaillé comme scénariste, y compris d'ailleurs pour André Téchiné, deux films, Rendez-vous et le lieu du crime, enfin donc des choses qui étaient beaucoup plus ambitieuses que les films que j'écrivais pour des copains. Mais je crois que là où j'avais un rapport difficile avec le scénario, parce que je me méfiais du savoir-faire acquis et des circonstances dans lesquelles je l'avais acquis, il y a une autre dimension qui est celle de l'écriture, dont j'ai eu le sentiment à un moment donné que c'était une façon plus juste, plus intime, plus profonde d'accéder au cinéma. Ce que j'essaye de dire par là, c'est que là où je venais de la peinture et donc d'un rapport un peu brut aux choses, j'ai compris, en approchant du cinéma, que si je voulais devenir cinéaste, il allait falloir non pas que j'apprenne à écrire des scénarios, mais que j'apprenne à écrire, à m'exprimer par l'écrit. Et s'exprimer par l'écrit, ça ne m'était pas naturel, c'est pas quelque chose, je ne me destinais pas à ça. Et j'ai dû me forcer, je crois, à écrire, parce que quand Serge Danet et Serge Toubiana des Cahiers du cinéma m'ont proposé d'écrire pour cette revue, et donc j'ai eu l'impression à la fois d'approcher le cinéma, d'apprendre le cinéma d'abord en écrivant sur le film et en apprenant à écrire, et étrangement, c'est en m'éloignant de la peinture et du dessin que progressivement, simultanément, je me suis rapproché de l'écriture, et c'est pour ça que je suis beaucoup plus à l'aise avec la notion d'écriture sur le cinéma qu'avec la notion de scénarisation du cinéma. Pour moi, penser le cinéma en tant que scénario est restrictif, réducteur, dans le sens où je suis convaincu qu'un film naît dans l'imagination, dans les quelques notes qu'on prend, dans la façon dont ces personnages vivent dans notre imagination, et puis à un moment donné, ça prend forme. Et ça prend forme sous forme de conviction qu'on a envie de faire ce film-là. Et à ce moment-là, il faut mettre ça sur le papier parce que c'est comme ça qu'on va le partager avec un producteur, avec des financiers, avec ce qu'on voudra. Mais ce n'est qu'une étape, qu'on fige un moment du processus de l'écriture. L'idée dont on fait un film vient d'abord de l'imagination, pas du crayon. Non. Non, bien sûr, le crayon vient dans un second temps pour prolonger la pensée. Et quand le scénario est achevé, l'écriture est évidemment très loin d'être achevée, parce que d'abord, on va rencontrer des acteurs qui vont remettre en question la façon dont on imagine tel ou tel personnage, on va visiter des décors, des lieux qui vont tout d'un coup nous donner des idées visuelles, qui vont donner de la vie, de la réalité aux situations qu'on a imaginées. Il va se passer 1000 choses, y compris la façon dont on va utiliser de la musique pour souligner pour tordre tel moment du récit. Pour moi, encore une fois, ce processus d'écriture se prolonge dans la pratique du cinéma. Et qu'au fond, quand on parle de scénario, c'est comme si on parlait de quelque chose de figé qui bloquerait le processus créatif. Alors que pour moi, non. C'est une étape qu'il faut surtout jeter derrière soi pour continuer à avancer. Et en même temps, Kristen Stewart disait que ce qui était intéressant quand elle a tourné avec vous, dans Sils Maria ou dans Personal Shopper, c'est que finalement, à l'écran, elle retrouvait le scénario quasiment intact qu'elle avait eu entre les mains, ce qui ne se voit jamais dans le cinéma américain. Oui, alors ça c'est une énigme absolue. Alors je sais pas, que je ne suis jamais arrivé à résoudre. C'est-à-dire, c'est l'étrangeté du cinéma aussi. C'est que quand je suis sur le tournage, je réinvente, j'improvise, je rajoute des trucs, je me mets à raconter. J'ai toujours l'impression de m'éloigner du scénario, de ce que j'avais écrit,
en essayant des choses qui m'emmènent vers des nouvelles pistes. Enfin, j'essaye d'être le plus libre possible sur les tournages. Et puis ensuite, le tournage se termine, je monte le film, je finis le film en disant bon, je suis bien loin de ce que j'imaginais. Puis après, je regarde le scénario et je me rends compte qu'en fait, ça y ressemble beaucoup, ou même de façon presque troublante. Comment se fait-il que ça se s'explique? Vous êtes peut-être beaucoup plus fidèle finalement que vous l'imaginez, à vous-même ou à votre scénario, ou c'est une loyauté? Non, je pense que d'abord que j'ai un rapport au fond aux mots. En fait, et que d'une certaine façon, que là où, si vous voulez, pour moi, chaque mot dans le scénario devient une note. Et que ces notes résonnent, elles se déploient. Il y a quelque chose qui se déploie, quoi. C'est comme une partition, mais qui prend vie à travers l'interprétation par un orchestre, par des instruments multiples qui éventuellement n'étaient pas à l'origine de la mélodie, enfin quelque chose de cet ordre-là. Et du coup, vous trouvez ça génial de voir vos scénarios publiés fin août, début septembre, par exemple, ou ça n'a aucun sens pour vous? Dans le cas spécifique de fin août, début septembre, j'ai refusé de publier le scénario que j'avais écrit et j'ai publié la retranscription du film. C'est pour ça qu'il y a autant de petits points. Parce qu'il y avait, voilà, exactement. Et parce que je considérais que le travail d'invention, de réinvention ou d'improvisation qui avait été fait avec Mathieu Amalric, Jeanne Balibar, François Cluzet, Virginie Duvalier était beaucoup plus intéressant que le scénario brut que j'avais écit. Et que devait être consigné quelque part. C'est vraiment ça. Et vous ne travaillez pas tellement avec les scénarios des autres. Il vous arrive de co-scénariser, mais vous pourriez faire un film à partir d'un scénario sur lequel vous n'avez absolument pas mis votre main, vos mots, votre patte. Je pourrais le faire, bien sûr, pourquoi pas. D'abord, la question s'est jamais posée, enfin dans le sens où j'ai jamais lu un scénario qui me donne ce désir-là. Le cinéma américain fonctionne comme ça. Hein. Je veux dire, moi, du fait de mes films, de la façon dont mes films ont été reconnus aux États-Unis relativement tôt, je reçois régulièrement des propositions donc de films américains. Et pour eux, un film, c'est une partition, donc c'est un scénario, et ils vont chercher un cinéaste pour exécuter cette partition. Le déclic, pour moi, ne s'est jamais produit. J'ai jamais lu quelque chose qui m'intéresse, qui me donne envie, etc. Et encore une fois, ce genre de rapport au cinéma, mais un peu étranger, dans le sens où j'ai besoin, sur un plateau, de me sentir libre, d'avoir la possibilité de réinventer, de casser, de tordre, etc. Ce qui est évidemment pas du tout souhaité par les gens en général qui vous apportent un scénario. Alors j'en reviens à d'où naissent les idées. Personal Shopper, vous l'aviez raconté, c'est un film qui est né d'une page blanche, donc là on en revient au mot finalement et au crayon qui peut à un moment permettre de faire ce passage à l'acte entre l'imagination et ce qui sera ensuite le scénario qui donnera le film. Il est né d'une dynamique de survie, disiez-vous, après un échec, un film que vous aviez quasiment déjà bouclé. Il ne restait plus qu'à le tourner. Et ça s'est cassé la figure juste avant. Comme quoi, l'idée d'un film peut aussi naître d'une page blanche. Disons que il y a cette idée d'urgence qui a quand même compté dans la manière dont j'ai fait des films. C'est quelque chose qui m'est apparu. Peut-être quand j'ai travaillé avec André Téchiné sur Rendez-vous, qui est le premier film qu'on a fait ensemble. André venait de faire, je crois, avait eu 2 projets, d'écrire 2 scénarios qui ne s'étaient pas faits. Et il était dans un état terrible de frustration, avec le sentiment d'avoir du mal à faire exister son cinéma. C'était un moment de crise pour lui. Et je l'ai rencontré, il m'a dit, écoutez, voilà, on vous voyait certainement au début, j'ai un point de départ très vague. Je voudrais écrire en 4 semaines parce que et tourner en septembre. J'ai envie de tourner vite. J'ai envie de faire ce film parce que j'ai besoin de tourner. Et c'est quelque chose que j'ignorais, mais que j'ai compris moi-même. Il y a des moments où la frustration de ne pas tourner peut être douloureuse parce que au fond, l'identité d'un cinéaste est aussi dans la pratique du cinéma. Donc, au fond, quand on ne le fait pas pendant longtemps, il y a une sorte de manque. Et
j'ai vu l'intensité que ça a apporté à la fabrication de ce film Rendez-vous à l'époque, et la façon dont effectivement ça avait été vécu par André Téchiné comme une urgence. Et des fois, il y a cette forme d'énergie qui peut être aussi une forme d'énergie du désespoir qui vous porte, qui vous donne la volonté, le désir invincible de faire un film. Et un film comme Personal Shopper, parce que je l'ai fait à un moment de crise, parce que, encore une fois, oui, c'est ce que c'est. Je veux dire, j'ai écrit un film qui devait se tourner au Canada avec des vedettes. On a fait un film en anglais avec des acteurs américains très connus, un film cher que j'ai préparé pendant plusieurs mois, et puis à la veille du tournage, on a perdu le financement du film. Donc au fond, c'est quelque chose qui n'arrive jamais. Que des films s'arrêtent, ne se fassent pas, des projets avortés, ça existe bien sûr dans toutes les carrières de cinéastes, mais ça c'est un truc particulièrement violent parce que inédit. Donc oui, il y avait ce désir de très vite repartir sur quelque chose et de repartir avec cette espèce d'énergie que me donnait la frustration ou la colère peut-être d'ailleurs de ne pas avoir fait le film qui s'appelait Idol's Eye. Mais il va se faire? Vous en parlez au passé? Peut-être, non, c'est toujours pas sûr. Non, disons qu'aujourd'hui, il y a l'hypothèse que ça pourrait se faire. Mais enfin, ce ne sera pas mon prochain film. Vous n'y croyez plus pour l'instant, hein? Je croise les doigts. Ces addictions que vous évoquez, c'est intéressant. Enfin, cette pulsion, cette envie de tourner. Alors peut-être juste d'abord, est-ce qu'il y aurait un contre-exemple, c'est-à-dire un film que vous auriez mûri pendant très longtemps, une idée qui vous trottait dans la tête depuis un moment et qui a fini par faire l'un de vos films, qui n'aurait pas été un film dans l'urgence? Par exemple, justement, je parlais tout à l'heure de fin août, début septembre. Fin août, début septembre, c'est un film dont j'avais écrit le canevas quelques années auparavant. Et je m'en méfiais un peu parce que c'était quand même, je le voyais un peu comme un film sur la mort, quoi. Donc je me disais, c'est pas très, je vais avoir du mal à convaincre un producteur, et ce producteur aura du mal à convaincre des financiers. Et puis surtout, je n'étais pas sûr d'avoir l'acteur, quoi, central pour faire le personnage de Gabriel. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais vu Comment je me suis disputé d'Arnaud Desplechin, où j'ai vu Mathieu Amalric. Et que je le connaissais un peu, Mathieu, parce qu'on avait dû se voir, parce que je lui avais proposé de travailler comme assistant sur un de mes films, ou un truc dans ce genre-là. Enfin, on se connaissait très, 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 très vaguement, et dans des circonstances où il n'était pas acteur. Et tout d'un coup, en le voyant, je me suis dit, mais oui, en fait, je peux faire ce film, parce que c'est l'acteur de ce film. J'avais besoin de cet acteur-là pour faire ce film où il y a cette chose qui, à l'époque, me semblait nouvelle, moderne, une sorte d'énergie qui était celle du film que je voulais faire. Et donc, du coup, il a redonné vie. Disons que j'ai rédigé ce scénario qui était resté longtemps à l'état de canevas. Ou par exemple, le prochain film que je vais faire, c'est un film qui s'est écrit, sur lequel déjà, je crois, je devais prendre des notes à l'époque de Sils Maria, mais et que j'ai écrit scène par scène, assez lentement, sans trop savoir où j'allais, en me donnant beaucoup de temps. Et à un moment, ça se fait. Et à un moment, pendant très longtemps, je me dis... Je ne sais pas ce que c'est, je ne suis pas sûr de comprendre ce que c'est, ce que je suis en train d'écrire. Est-ce que ça va même faire un film au bout du compte? Et puis tout d'un coup, ça prend, et il y a de fait un film, mais je suis dans l'incertitude jusque très tard dans le processus. Et c'est intéressant quand vous parlez de fin août, début septembre, l'idée de ce film sur la mort, qui n'allait peut-être d'ailleurs pas trouver de producteur parce que la thématique n'était pas réjouissante a priori. Vous en avez fait de ce travail sur le deuil, un vrai travail sur le vivant. C'est-à-dire que c'est au final autant un film sur la mort qui nous confronte à la mort à travers le personnage d'Adrien, qui est joué par François Cluzet, et qui finalement nous questionne aussi à travers les autres personnages sur notre rapport à la vie au quotidien. C'est devenu un film sur la vie. C'est devenu un film sur la vie. C'est devenu un film justement sur la survie, quoi. Enfin, c'est sur comment on survit, et d'une certaine façon comment soi-même on survit, et peut-être comment les œuvres survivent ou pas.
à votre addiction de cinéma répondent aussi des films sur les addictions, parce que votre cinéma raconte aussi le monde qui nous entoure. Il y a bien sûr Clean, qu'on peut citer. Il y a Demon Lover sur l'addiction à ces mondes virtuels, aux jeux vidéo. Et puis Personal Shopper à ce petit objet doudou qu'on a tous, qui est un téléphone portable. Et les réseaux sociaux et Internet aujourd'hui, à notre connexion aussi à ces mondes, somme toute, virtuels. À propos de ces addictions, c'est une manière pour vous, c'est un des signes principaux de l'époque, parce que vous êtes un cinéaste du contemporain, que vous voulez raconter, que vous voulez mettre en avant dans vos films. Je trouve que oui, je trouve qu'aujourd'hui, c'est impressionnant à quel point les choses sont vécues sur le mode de l'addiction. Oui, l'addiction, c'est quelque chose qui est extrêmement présent. Mais vous ne les dénoncez pas, puisque vous êtes forcé, vous êtes vous-même, et vous le disiez, dans un comportement addictif. Oui, disons que d'abord, je me considère partie prenante de la société contemporaine, et que d'une certaine façon, les addictions de la société contemporaine sont aussi les miennes. Mais néanmoins, dans le cadre, y compris de mes propres addictions, je ne mettrai pas au même endroit cette espèce de nécessité de création, qui est quelque chose qui, pour des raisons bonnes, mauvaises ou peut-être même pathologiques, me poursuit depuis l'adolescence. Dans le sens où, pour moi, il y a quelque chose qui a à voir avec la création, qui a toujours été sous la forme, c'est toujours présenté à moi sous la forme d'une nécessité ou d'un besoin, qui m'a porté, y compris dans des directions que j'aurais pas imaginées ou qui m'étaient mystérieuses. C'est différent, j'ai envie de dire, de la façon dont la société contemporaine, quand je parle des addictions, je parle de l'addiction aux jeux vidéo, de l'addiction aux séries, de l'addiction aux informations, à l'information. Disons qu'on est constamment pris dans des rouages, dans des machineries qui nous séparent quelquefois de notre capacité à raisonner, à réfléchir et à trouver quelquefois même notre propre voie. Enfin, je veux dire, je dis ça dans le sens, en parlant plutôt de l'adolescence, qui aujourd'hui est le moment de la vie où on est le plus facilement victime justement des comportements addictifs. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce monde du tout image, du tout communication, que vous racontez avec le cinéma aussi à votre manière, quelle place, quelle fonction particulière pour le cinéma, qui est quand même aussi une image en mouvement, oui. Quel rôle particulier a le cinéma? Est-ce que c'est de rajouter de l'image, ou est-ce qu'il permet quand même une mise à distance? Si vous voulez, moi j'ai toujours vécu dans une sorte de foi, ou même dans une sorte d'utopie, où le cinéma ne serait pas une image de plus. Où aujourd'hui on vit dans un monde d'images, et le cinéma serait peut-être l'image qui permet de rendre compte des autres. C'est-à-dire que le cinéma peut filmer les autres images, il peut regarder les autres images et d'une certaine façon même définir le statut des autres images. Pour moi, le cinéma est un outil d'exploration du monde dans la totalité de ses dimensions, et qui est déterminé par une liberté qui est celle de l'art. Je veux dire, c'est pour ça, au fond, d'une certaine façon, que je suis toujours très mal à l'aise avec les conceptions industrielles du cinéma, y compris d'ailleurs que je peux admirer par ailleurs, mais enfin, y compris dans l'histoire du cinéma classique, parce que pour moi, le cinéma peut et doit avoir une liberté qui est celle de la poésie, qui est celle de ce qu'il peut y avoir d'un peu magique dans la pratique des arts, parce que c'est que par ce biais-là que le cinéma peut essayer de façon intuitive de toucher à des choses qui parcourent le monde, la société, y compris de façon souterraine.
Et pourtant, tous vos films ne sont pas inscrits, Olivier Assayas, dans un aujourd'hui immédiat, en tout cas, hein, des Destinées sentimentales, qui est d'ailleurs votre seul film en costume, sorti en 2000, qui s'inscrit plutôt juste avant ou dans les prémices et le début de la Première Guerre mondiale. Demon Lover, à cette époque où les jeux vidéo commencent à envahir nos vies, quand le virtuel débarque vraiment, au début des années 2000, Carlos, en pleine guerre froide. C'est autant de films d'époque, mais de quelle époque est-ce que vous arrivez à synchroniser les époques? Vous vous êtes parfois défini comme un cinéaste de l'histoire au présent. Oui, si vous voulez, j'ai l'impression que de façon souterraine, et j'aime pas, j'essaye de faire très attention à l'usage que je fais de ce mot. C'est vrai que je m'intéresse, d'abord, que je m'intéresse aux politiques, pas à la politique, aux politiques, c'est-à-dire à la transformation de la société, à l'évolution de la société, et je m'intéresse à la façon dont se construisent les choses les plus néfastes, je dirais, de l'époque moderne, qui sont cette espèce de déploiement de l'aliénation qui renvoie peut-être à cette question de l'addiction. Au fond, pour moi, addiction, aliénation sont deux choses qui sont pas si différentes l'une de l'autre. Et que quand je fais un film comme Les Destinées sentimentales, je le fais comme si c'était une sorte d'autrefois de mon cinéma. C'est-à-dire comme si j'avais besoin d'être capable de comprendre le passé, et spécifiquement ce moment assez passionnant du passage de l'artisanat à l'industrie et à la globalisation au début du XXe siècle, pour pouvoir comprendre la façon dont s'est construite la société dans laquelle je vis. Et ce qui m'a passionné dans Les Destinées sentimentales, c'était que cette histoire-là est racontée à la première personne par Jacques Chardon, que par ailleurs c'est un très grand écrivain. Ses positions politiques ont été détestables, voire odieuses pendant la guerre, mais ça ne retire pas le fait que c'est un très grand écrivain. Qui était issu d'une famille de porcelainiers d'une part, de négociants en cognac de l'autre, et qui a observé au sein de sa famille cette transformation du monde, et qui l'a documentée de façon extrêmement rigoureuse. Donc au fond, ce qui m'a intéressé, c'est dans le Destinées sentimentales, c'est pas le littéraire, c'est le documentaire. Et ça m'a passionné, au fond, encore une fois, de donner une sorte de backstory à mon cinéma. Mais comme je ne pouvais pas raconter le passé parce que je ne l'ai pas expérimenté, je ne l'ai pas observé, j'avais besoin d'un témoin que je considérais comme fiable, qui pouvait dont le regard pouvait prolonger le mien. Et c'est vrai qu'il se trouve que j'ai fait de façon consécutive Les Destinées sentimentales et Demon Lover, qui à l'opposé est une projection dans le futur, mais qui raconte un autre tournant de l'évolution, de la transformation du capitalisme occidental, au moment où l'économie bascule dans le numérique, où le numérique, d'une certaine façon, prend le relais du capitalisme, enfin, où le capitalisme devient capitalisme financier, si vous voulez, à travers la révolution numérique. Donc, au fond, alors, Demon Lover est un film de très légère anticipation, mais enfin, admettons qu'il a à voir avec le présent du moment où je tournais. D'ailleurs, on a été rattrapé par le présent, puisque j'étais en train de terminer Demon Lover, le tournage de Demon Lover dans le désert au Mexique, dans la région de Chihuahua, le jour des attaques du 11 septembre, et où on était en train de filmer des scènes d'hélicoptères qui se baladaient la nuit, enfin des trucs complètement abstraits, en étant en train de suivre à la télévision une sorte de monde qui était en train de s'effondrer simultanément.
oui, il y avait quelque chose qui est là, qui avait à voir avec le présent, mais qui au fond essayait de raconter quelque chose qui n'était pas si loin de ce que j'avais raconté 2 ans plus tôt dans les destinées sentimentales. Et quand, dans un film comme Personal Shopper, vous allez discuter cette fois avec l'au-delà, que vous allez quitter peut-être ce monde matérialiste, ce monde du capitalisme, pour chercher à rendre visible un mystère, finalement, celui de ce qui peut se passer au-dessus, après. Il y a l'idée de s'inscrire dans une temporalité universelle, pour le coup. Oui, et puis d'essayer de répondre à une question qui est celle que je pense se posent tous les artistes, et à plus forte raison tous les cinéastes, qui est celle de cet espace entre l'imagination et la réalité. C'est-à-dire que, et ça renvoie un peu à ce privilège dont je parlais, qui est celui de la pratique du cinéma, donc dont j'ai toujours été très conscient, dans le sens où le privilège du cinéaste est aussi de pouvoir donner une réalité matérielle à ses rêves, à ses fantasmes, à ses imaginations. Si vous voulez, la beauté du cinéma, c'est qu'on écrit quelque chose qui vous passe par la tête, on raconte un personnage dont on rêve, et on se retrouve face à face avec quelqu'un, avec un acteur, une actrice, qui va donner une réalité physique à ce personnage, et en train de représenter des scènes, des situations qui sont celles de notre imagination. Donc, d'une certaine façon, elles deviennent réelles devant nous. Et donc dans la pratique du cinéma, mais d'une certaine façon, je crois aussi dans la pratique du roman, il y a cette idée qu'on va donner une réalité à des choses qui sont de notre imagination. Et donc, notre imagination devient un lieu de transformation de l'abstrait en concret. Et que donc le monde de l'imagination, le monde de l'invisible, le monde du dialogue qu'on a soi-même avec, encore une fois, c'est peut-être plus facile d'en parler dans ces termes-là, qui sont ceux du deuil, parce que chacun, au fond, a une expérience du deuil et de la façon dont, au moment du deuil, se poursuit le dialogue avec quelqu'un qu'on a perdu. Mais ce dialogue intérieur, il est aussi celui de la création, il est aussi celui de l'imagination créatrice. J'ai l'impression qu'on vit tous simultanément dans le monde tangible et dans le monde de notre pensée, qui est le monde de l'invisible. Personal Shopper est bâti sur l'utopie que le cinéma peut saisir, cet espace-là, cet espace d'indécision entre le réel et l'irréel, entre le visible et l'invisible. Et c'est vrai que c'est le cinéma de genre, le cinéma de fantôme ou le cinéma fantastique qui peut nous donner les clés de ce monde-là qui, jusqu'à Personal Shopper, m'intimidait un peu, où j'avais le sentiment que ça existait dans mon cinéma, mais de façon un peu souterraine. J'ai eu envie d'aller jusqu'au bout de l'hypothèse avec ce film-là. Sils Maria, à travers le miroir que le métier tend à une actrice qui a passé la quarantaine et qui est interprétée par Juliette Binoche, c'est aussi un film sur le temps qui passe. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus fort que ce temps qui passe avec vous? On a l'impression que même l'amour ne dure pas toute la vie. Ça, c'est Pauline, une fois encore, qui le dit dans Les Destinées sentimentales. Qu'est-ce qui peut rester? Est-ce qu'il y a justement vos films? Est-ce que vous avez un souci, ce souci de la postérité, quelque part, et de faire œuvre? C'est-à-dire que l'ensemble de vos films fassent un tout à la fin et de laisser cette trace. Disons bon, encore une fois, j'ai l'impression de m'être passionné pour le romanesque à travers Balzac. Très jeune, ado, etc., où j'ai dévoré Balzac. Et c'est vrai que j'étais fasciné par la page par la nomenclature de la comédie humaine, avec cette façon dont Balzac classait par catégorie ses livres, ses romans, comment les personnages circulaient d'un livre à un autre, comment ils pouvaient passer d'un style à un autre. Et d'ailleurs, même quand je fais Personal Shopper, d'une certaine façon, je pense à Ursule Mirouette, qui est un film qui parle aussi de la télépathie, enfin un roman de Balzac qui parle de la télépathie, qui est magnifique,
ou encore une fois, ou même je pense quelquefois à Serafita, quoi, enfin, où il part dans l'imaginaire le plus abstrait, le plus mystique. Donc ce que je veux dire, c'est ou qui pourrait être une œuvre qui serait une sorte d'œuvre totalisante, où existeraient à la fois les choses les plus concrètes, les problèmes d'argent d'un banquier, la faillite de César Birotteau, et encore une fois, les rêveries de Serafita. Et donc, j'ai toujours imaginé faire une œuvre qui avait ces compartiments-là, ces communications-là, ces circulations-là. Est-ce que, par ailleurs, la question de la postérité m'intéresse? Disons que la postérité, par définition, on n'est plus là pour en bénéficier, d'une certaine façon. donc, d'une certaine façon, c'est un pari très audacieux et très vain aussi. Mais néanmoins, parce que j'ai été formé, constitué par le dialogue avec l'art, que ce soit le dialogue avec la peinture classique, qui a été essentiel dans ma formation, encore une fois, par le roman, il y a cette idée que oui, on laisse quand même une sorte de fantôme derrière soi, où votre œuvre continue à vivre toute seule sa propre vie, comme ça, en suspension, hein, dans un monde où elle subsistera ou ne subsistera pas, ou s'évanouira comme un nuage. On ne sait pas. Olivier Assayas, vous êtes à la fois un cinéaste très français et en même temps on sent souvent chez vous l'envie de flirter avec un cinéma étranger, parfois américain. C'est le cas avec Carlos et où on retrouve des résonances avec le Che de Soderbergh. Mais c'est aussi le cas dans vos choix d'acteurs ou d'actrices. Et les actrices, elles sont très importante chez vous. Ça va de Maggie Cheung dans Irma Vep et Clean, à Asia Argento, Juliette Binoche, Virginie Ledoyen, Kristen Stewart. Pourquoi ces actrices qui parfois sont étrangères, parfois françaises, est-ce que vous diriez qu'à travers ces personnages, il y a aussi une manière de voyager pour vous, de passer ces frontières, à la fois dans le sujet des films qui sont géopolitiques, mais aussi dans le choix des acteurs, d'être, comme d'autres sont des passe-murailles, d'être vous-même un passe-frontière? D'abord, j'ai eu l'impression d'être... alors, il y a plein de manières de l'aborder ou de le dire, si vous voulez, peut-être parce que je suis... c'est une question aussi d'identité. Je suis le fils de parents émigrés, enfin dans le sens, mon père était italo-juif, ma mère protestante hongroise, l'un et l'autre séparés de leur pays, enfin vivant à Paris, donc j'ai grandi à la campagne avec cette idée que le passé de mes parents était un espace assez mystérieux, assez cosmopolite. Hein. Mon père avait fui la France pendant la guerre, il s'était réfugié en Amérique latine. Il voyageait beaucoup, il était scénariste, il écrivait des films, il a beaucoup voyagé en Asie. Donc ce que je veux dire, c'est que j'ai eu une enfance où la présence du lointain, où la présence du vaste monde était inscrite. D'ailleurs, plus que le ici et maintenant, qui était beaucoup plus... où le rapport de mes parents à la France et à la culture française était plus flou, au fond, plus vague, même si l'un et l'autre avaient choisi ce pays. Et c'est peut-être pour ça que par réaction, mon père était vraiment de culture française, profondément par ailleurs de culture française, mais enfin, il n'avait pas de racines familiales ici. Mais peut-être par réaction, moi, et d'ailleurs mon frère aussi, on a construit au contraire justement une identité très marquée par l'influence de la culture française, mais avec constamment cette idée que le monde est vaste et que les cultures, que les autres cultures ont des choses à nous apporter. Et dès que j'ai commencé à écrire sur le cinéma, à m'intéresser au cinéma, je me suis rendu compte que le cinéma était une sorte de planète, grâce aussi à quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, qui était Serge Danet, qui est quelqu'un qui était
un grand cinéphile, un grand écrivain de cinéma et un grand voyageur, qui avait une curiosité pour le monde et pour le cinéma du monde qu'il m'a aussi communiqué. Et donc, très tôt, j'ai commencé à découvrir le cinéma dans des festivals de cinéma où je voyais des films qui étaient inaccessibles à Paris, qui venaient, y compris d'Asie, dont on ignorait la totalité, dont on ignorait le cinéma. Donc, ce que j'essaye de dire par là, c'est que j'ai l'impression d'être à la fois un pur produit de la culture de cinéma française, mais que j'ai toujours essayé de déployer cette idée-là et ces valeurs-là sur une scène qui est celle du monde. Et de penser que c'était passionnant, au fond, au moment où le cinéma se mondialisait, se globalisait, de considérer que je ne faisais pas des films pour le public parisien, français, avec ce que ça peut avoir de passionnant, mais de restrictif, mais qu'il y avait un public mondial qui pouvait, que je pouvais dialoguer avec un public mondial. Et c'est vrai que ce dialogue-là, il a lieu à travers les acteurs ou les actrices. Et ça, c'est ce que m'ont apporté Maggie Cheung, qui était une superstar du cinéma chinois avant qu'on travaille ensemble et qui, au fond, a donné une résonance à mon cinéma, qui a ouvert un dialogue. Parce que et donc par la suite Asia Argento, par la suite Kristen Stewart, qui chacune à sa manière m'ont apporté un rapport au cinéma qui renouvelait ma pratique, qui interrogeait ma pratique. Je veux dire, il y a quelque chose qui est, on parle. Peut-être que pour en parler mieux, je devrais dire que j'ai toujours été passionné par le cinéma de genre, c'est-à-dire dans le sens où le cinéma fantastique produit un rapport physique avec le spectateur qui m'a toujours semblé plus intime, plus vrai, plus profond qu'un cinéma plus abstrait ou plus intellectuel. Et que je suis allé chercher des actrices qui venaient du cinéma de genre, comme Maggie, comme Asia, comme Kristen, qui m'apportaient cette énergie-là et qui enrichissait mon cinéma de ce fait. 4 petites questions avec réponse hyper courte. Oui. Vous tentez votre chance? Je vais faire de mon mieux. Olivier Assayas, est-ce que vous avez progressé? J'en sais rien, mais j'ai toujours essayé de le faire, en tout cas. C'est-à-dire, chaque film que j'ai fait, pour moi, devait être un pas en avant. Si ce n'est pas un pas en avant, ça ne sert à rien. Est-ce qu'il y a toujours eu, et particulièrement aujourd'hui, est-ce qu'il y a un regard extérieur qui compte pour vous? Ça, c'est une question très difficile. Je vais vous y répondre d'ailleurs de façon, hélas, vraie et un peu intime. C'est-à-dire que pour moi, le regard sur mon cinéma, c'était celui d'Emmanuelle Bernheim, qui a été ma meilleure amie, la romancière, qui a été ma meilleure amie depuis qu'on s'est connus quand on avait 20 ans, qui a été la première lectrice et la première spectatrice de mes films, et qui est morte il y a quelques semaines, et c'est une perte irremplaçable. Olivier Assayas, qu'est-ce qui est le plus difficile quand on fait un film? La préparation. Autant j'adore l'écriture, j'adore le tournage, j'adore le montage. La période où on prépare les films, elle est extrêmement frustrante parce que c'est vraiment la résistance du réel, quoi. C'est toujours des histoires de planning d'acteurs qui sont incompatibles, de décors qu'on ne peut pas avoir, de ceci qui est trop cher, de cela qui est trop cher, etc. Donc on est toujours en train de combattre pour arriver à faire le film, à protéger ce qu'il y a à protéger, mais c'est un peu un combat. Le reste, c'est quelque chose dans lequel il y a une espèce de satisfaction collective intense. Est-ce que vous êtes un homme de rituel ou est-ce que vous êtes un réalisateur bordélique dans la préparation comme dans le tournage? Non, je ne suis pas bordélique du tout. Moi, ça m'avait frappé. J'avais rencontré un acteur quand je faisais, parmi les petits boulots que je faisais dans le cinéma, j'étais assistant sur des doublages de films français en anglais. Donc je connaissais je connaissais les acteurs américains de Paris, et c'était l'occasion de rencontrer Howard Vernon, que
acteur certes sans doute oublié, mais enfin il se trouve qu'il avait joué avec Fritz Lang dans Les Mille yeux du docteur Mabuse. Et moi ça me fascinait parce que Fritz Lang c'est sans doute le cinéaste que j'admire le plus au monde. Et donc je parlais de Fritz Lang avec Howard Vernon et j'étais gamin quoi. Pour moi ça me fascinait de rencontrer quelqu'un qui avait connu Fritz Lang et Howard Vernon me disait qu'il avait été chez Fritz Lang et tout était rangé de façon obsessionnelle, etc. Et Vernon on avait fait la remarque à Fritz Lang et Lang avait répondu: pour être cinéaste, il faut être maniaque. Et donc je l'ai pas pris absolument au pied de la lettre, mais je le suis un petit peu tout de même. Oui. Olivier Assayas, cinéaste accompli, diriez-vous aujourd'hui? J'espère que non, j'espère bien que non. Pour moi, le cinéma, c'est un chemin qui est celui de la vie et où on a envie de faire mieux, d'aller plus loin, d'essayer de nouvelles choses. C'est au contraire, il y a toujours ce sentiment que tout est à faire et à inventer. Fin août, début septembre, vous vous souvenez des derniers mots du film, ce que dit Gabriel? Non. Merci. Non, je ne me souviens pas. Merci, on verra si j'arrive au bout. Oui, vous arriverez au bout? Vous espérez? C'est pour moi la dernière image surtout de fin août début septembre, c'est le passage de Mia Hansen-Løve qui avait 17 ans à l'époque ou 18 ans à l'époque et qui est devenue une très grande cinéaste. Et que j'ai eu la chance ou le privilège de la voir devenir une grande cinéaste, et qu'au fond, cette note d'espoir à la fin de fin août, début septembre, c'est aussi celle du futur de Mia. Mais redites-moi quand même ces mots. Merci, on verra si j'arrive au bout. Merci, on verra si j'arrive au bout. Merci mille fois à vous, j'espère que vous arriverez au bout. Merci beaucoup Olivier Assayas. Merci. Merci à vous. Petite place à vos questions, cher public. Merci pour votre écoute religieuse de cette masterclass France Culture. Le micro va circuler. Qui a une question pour Olivier Assayas? Bonjour. Bonjour. Merci à France Culture. C'est un plaisir, un privilège de vous voir ici. J'ai une question, donc ça concerne le film Carlos. Il y a eu une diffusion, bien sûr, au cinéma d'un format 1h50 ou quelque chose comme ça. Mais il y a eu également une diffusion sur Canal, il me semble, de 3 épisodes de format télévision, série télé. Ma question est la suivante. Est-ce que le format série télé serait quelque chose que vous aimeriez creuser à l'avenir? Non. Non, mais disons que si vous voulez, Carlos, c'est donc la bonne version de Carlos, c'est celle qui a été projetée au Festival de Cannes, qui est sortie d'ailleurs en salle dans plusieurs pays. Elle dure 5h30. Il y a un entracte, il y a 5h38, et il y a avec un entracte. Mais c'est fait, en fait, c'est bon, c'est un film très long, quoi, mais qui est fait pour un spectateur patient qui le voit sur un grand écran. Mais si vous voulez, mais disons que peut-être parce que j'aime bien la concision, au fond. J'aime bien, même si, et si vous voulez, c'est pas parce que j'ai fait Carlos qui fait 5h30. Pour moi, Carlos, c'est un film qui va 2 fois plus vite que n'importe lequel de mes autres films, parce que quand on est très long, tout d'un coup, tout doit être justifié, tout doit être légitimé, et donc j'aime bien une certaine concision dans le récit, un truc un peu sec même, qui correspond pas à l'écriture de la série. Et puis j'aime bien qu'il y ait un début, un milieu, une fin, quoi. Et c'est l'idée d'un truc qui se régénère, mais ce qui n'empêche pas qu'il y a des choses passionnantes qui se fassent dans ce domaine-là. C'est pas la question, c'est juste que ça ne m'est pas adapté à moi. Et d'ailleurs, de Carlos, vous dites que ce n'est pas une série, c'est un film. Pour moi, c'est un film, oui, bien sûr, c'est un film. Oui, et en DVD, ça a été édité en 3 parties. Ça a été édité dans une version. C'est pas les 5h38, c'est effectivement, oui, c'est 3 non, DVD. Non, pas du tout. C'est si je me trompe pas. Enfin, le DVD français, j'en sais rien, mais enfin le DVD de référence, qui est le DVD américain de Criterion, il est conforme à la version de Cannes. En one shot. Enfin, disons qu'il est sur des 2 DVD parce que ça ne rentre pas sur un seul, mais enfin. C'était le temps que le micro arrive jusqu'à vous. Je vous en prie. Bonjour.
Quelle relation avez-vous avec votre équipe de post-production ? Il ne leur parle plus jamais. J'ai envie de dire, comme avec le reste de mon équipe, et peut-être plus encore qu'avec le reste de mon équipe, c'est très familial. C'est-à-dire que je travaille avec les mêmes depuis toujours. Depuis toujours, et j'ai toujours travaillé avec... encore une fois, j'ai travaillé avec le même monteur, Luc Barnier, depuis mes débuts jusqu'à sa mort. Et ensuite, j'ai travaillé avec Marion Monnier, qui avait été l'assistante de Luc et que j'avais connue en tant qu'assistante de Luc. Et je leur ai fait aucune infidélité, jamais. Pareil, le son, j'ai travaillé avec la même équipe. Mais parce que je trouve qu'il y a un gain profond à cette fidélité, parce que les choses se font d'autant plus simplement parce que je travaille avec des gens qui sont partie prenante artistiquement, créativement de cette dimension-là de mon film, et donc il y a une confiance mutuelle. Ils me font confiance, je leur fais confiance, il n'y a pas besoin de réexpliquer, etc. Et puis, la post-production, c'est vital parce que c'est le son du film, il y a quelque chose qui a à voir avec la musique, avec une forme de sensibilité. Donc quand on a trouvé quelqu'un avec qui on est au diapason, autant s'en tenir là, quoi. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez dit que vous tournez, souvent vous êtes intuitif avec vos films. Avec ce qui s'est passé au niveau des attentats, comment va être votre cinéma, vos créations? Merci. Ce qui s'est passé, pardon? Dans Paris, les attentats. Ah oui, oui, oui. Comment va être votre... Oui. Voilà, merci. Oui. Si vous voulez... D'abord, si vous voulez, là, les attentats, disons, du Bataclan, etc., ça a eu lieu pendant le tournage de Personal Shopper. Ce qui était, comme vous imaginez, assez traumatisant, enfin assez difficile, j'ai envie de dire, à gérer. J'aime pas beaucoup ce mot, mais enfin quand même. C'est parce qu'il se trouve qu'on était à Prague, où on a tourné l'essentiel du film. On avait quitté Paris depuis 2 jours. Nos bureaux de préparation étaient, je sais pas, à un bloc du Bataclan. Et on venait de tourner 1 semaine dans la rue à Paris avec Christine. Je pense que si on avait été avec 1 semaine de décalage, on n'aurait pas pu tourner ces plans. C'était le matin du 14 novembre, oui. On commençait très tôt le matin, genre à 5 heures. Et donc ça veut dire que moi je me suis couché à 10 heures du soir, parce que je me lève avant le tournage pour faire le découpage des scènes en général. Donc ça veut dire qu'on s'est pratiquement tous couchés avant que quoi que ce soit ait eu lieu, et on s'est réveillés avec tout ayant eu lieu. Et donc, en se prenant à l'aube, le choc, avec les textos, les amis, les gens qui... Enfin bref, je vous épargne. Et donc, moi, je me suis jamais retrouvé dans une situation comme ça, quoi. C'est-à-dire, tout d'un coup, la question, c'était qu'est-ce qu'on fait? On tourne pas, on arrête tout. Tout le monde était hagard, quoi. Et moi le premier. Et j'ai réfléchi, j'ai parlé avec le producteur du film, Charles Gilibert. Il se trouve qu'il était à Los Angeles à ce moment-là, donc c'était des horaires qui permettaient qu'on se parle, parce que je ne sais pas quelle heure il était à Los Angeles, mais enfin, c'était pas le milieu de la nuit. Et il était, c'est quoi, c'est 9h plutôt, un truc comme ça. L'heure du soir, à peu bref, près, ouais. Et donc on s'est parlé, mais enfin en réalité, ce qui était un peu genre, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et assez vite, je me suis dit, il n'y a pas le choix, quoi.
Il n'y a pas le choix, il faut continuer, on va continuer. C'est justement, ce qu'il faudrait, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire, c'est arrêter. Il faut continuer. Donc, ça veut dire et en plus, c'était une journée très très dure, très compliquée, avec plein de trucs, beaucoup de choses à faire, et on s'est jeté là-dedans. On a tourné cette très longue journée. En essayant de ne pas penser au reste, heureusement, le lendemain, c'était un week-end. Hein, c'était un week-end, on avait 2 jours off, ce qui fait que tout le monde a pu, d'une certaine façon, retomber sur ses pieds émotionnellement. Mais néanmoins, la morale de l'histoire, c'est que, quoi qu'il arrive, il faut tourner. Je pense aujourd'hui, y compris avec le recul, que c'était la bonne décision, qu'on se serait retrouvé hébété à Prague, à quoi ça sert. Donc, est-ce que moi je serais capable de faire un film ou qui mettrait en scène les attentats? Je pense que je l'ai fait. J'ai fait Carlos. Et donc du coup, ça me donne un point de vue assez précis, un point de vue assez clair sur quoi penser du terrorisme et de ses sponsors, quoi. Mais pardon, Olivier Assayas, la rumeur dit que votre prochain film est aussi un retour sur la question du terrorisme. C'est complètement faux. Dans les années 90, l'infiltration de réseaux cubains. C'est un film sur lequel je suis en train de travailler, mais enfin c'est très très loin d'être fait. Mais oui, ça parle d'attentats qui ont été faits par des anticastristes à Cuba à la fin des années, au début des années 90. Donc peut-être que quand même l'influence de l'époque, cette question de la violence. Mais enfin bon, disons que là, non, mais disons que ce que je veux dire, c'est que je pense que le cinéma, l'art, peut parler des choses, mais il les aborde de façon générique, quoi. D'une certaine façon, après la spécificité documentaire, je serais incapable, quoi. C'est trop là, c'est trop brûlant. Il faut le recul, quoi. Je pense, pour pouvoir bien en parler. Une dernière question, voire 2. Alors n'hésitez pas, au début il dit toujours non, puis en fait il vous donne un peu raison après. J'ai testé, vous allez voir. Encore une ? Je vous en prie. C'est par rapport à vous lisez beaucoup. Quel est votre dernier livre de chevet? Et vous avez beaucoup parlé de réalisateurs comme Ingmar Bergman, Franz Liszt, tout ça. Aujourd'hui, il n'y a pas un réalisateur qui vous fait... Oui, à vous déjà. Des cinéastes que j'admire? Oui. Oh oui, il y en a plein. Parce que là, ils sont un peu... c'est un autre... aujourd'hui, au niveau du visuel... Oui. Disons qu'aujourd'hui, il y a aujourd'hui, je trouve qu'on vit une époque qui est quand même passionnante pour le cinéma. Donc je pourrais vous énumérer beaucoup de cinéastes que j'admire. En France, il y a Arnaud Desplechin, il y a Claire Denis, il y a... j'ai beaucoup aimé le dernier film de Mathieu Amalric là, sur Barbara. Je pourrais en citer plein d'autres. Aux États-Unis, j'admire beaucoup les frères Cohen. Je pense que c'est des cinéastes assez géniaux. J'aime beaucoup les frères de... Puisqu'on parle de frères, j'aime beaucoup les Dardenne. J'aime beaucoup Jia Zhangke. J'essaye de faire une sorte de tour d'horizon. J'aime beaucoup David Fincher. Je trouve c'est un très grand cinéaste. J'aime beaucoup Michael Mann. J'aime beaucoup David Cronenberg. Je pourrais continuer longtemps. Hein, et encore, c'est vraiment les noms qui sortent comme ça, un peu en vrac. Et au niveau asiatique, vous êtes beaucoup inspiré des films asiatiques. Enfin, qu'est-ce qui vous a séduit? Dans le cinéma asiatique, ou bien d'autres. Ça a été le cinéma asiatique pour moi. Ça a été vraiment. D'abord, je me suis intéressé. J'ai été attiré par le cinéma asiatique. Encore une fois, par mon goût pour le cinéma de genre. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à regarder des films d'arts martiaux, des films de kung-fu, il y avait un rapport au corps, à la présence physique des corps au cinéma qui était très original, très fort,
et quelque chose qui correspondait à rien que j'avais vu dans le cinéma occidental. Donc du coup, donc il y a quelque chose vraiment qui m'a attiré, qui m'a intrigué, et je me suis beaucoup intéressé justement à la façon dont la culture des arts martiaux et la culture cinématographique se sont mélangées à Hong Kong. Il y a quelque chose de vraiment assez extraordinaire qui ressemble beaucoup à la façon dont peut-être l'histoire du Far West, l'histoire de la conquête de l'Ouest s'est mélangée avec l'histoire du cinéma à travers des John Ford, enfin dans le cinéma américain. Ensuite, je suis allé en Asie, j'ai rencontré des cinéastes asiatiques à un moment donné où moi j'étais moi-même vraiment un jeune cinéaste en devenir, c'est-à-dire j'étais très proche au fond de commencer à réaliser mes propres films, et le fait de rencontrer des jeunes cinéastes asiatiques comme à l'époque Ho Xiaoxian, Edward Yang ou quelques années plus tard, Wong Kar-wai, j'ai eu le sentiment de cinéastes qui avaient un rapport avec le monde moderne, avec la contemporanéité, qui était beaucoup plus juste, beaucoup plus cru que celui des cinéastes équivalents de ma génération en Europe. Donc oui, leur cinéma, ces individualités-là, m'ont beaucoup marqué à mes débuts, et d'une certaine façon, plus que le cinéma français. Merci pour tout. Il y a une dernière question. Pardon, monsieur le réalisateur, il y a encore une dernière question. Le réalisateur de la radio, là-haut. Bonjour. Je me demandais quel rapport vous entreteniez avec vos acteurs, vos actrices que vous engagez sur vos films. Oui. Comment vous les dirigez? Est-ce que vous leur donnez des libertés ou vous les encadrez beaucoup? Ça, c'est une vaste question. Disons que pour moi, le processus le plus essentiel, c'est celui de la distribution des rôles, enfin du casting. C'est-à-dire la question, c'est d'arriver à rencontrer quelqu'un qui ne va pas. Je ne cherche pas quelqu'un de spécifique. Je cherche quelqu'un qui va apporter quelque chose à ce que j'ai écrit, qui y ressemble sans y ressembler, qui tout d'un coup va me surprendre parce que va apporter une dimension qui n'est pas exactement ce que j'imaginais, mais qui rend plus intéressant ce que j'imaginais. Et donc ça, c'est et une fois qu'on tourne, une fois qu'on est sur le tournage, j'ai tendance à donner beaucoup de liberté aux acteurs en leur laissant de l'espace, du temps. Je ne suis pas du tout directif. Je considère que je ne dirige pas les acteurs, je travaille avec les acteurs. Et pour ceux qui ont une sorte de capacité, de talent, d'improvisation, je leur laisse autant que je peux cet espace-là aussi. Et le plus grand acteur ou la plus grande actrice, celui ou celle qui vous a vraiment bluffé? Si vous voulez, Kristen Stewart, Asia Argento, Edgar Ramirez, sans doute, et Maggie Chung, c'est français, je pense, et Jeanne Dalibard, et Mathieu Amalric. Et Binoche. J'en oublie. Et Juliette Binoche. Là, et Juliette Binoche, ça va de soi. Juliette Binoche, ça va de soi. Mais j'ai envie de dire que Juliette, c'est un peu différent parce qu'au fond, Juliette m'a pas surpris parce que je l'ai toujours trouvée géniale. Je veux dire, j'ai toujours trouvé que c'est une actrice remarquable et qui s'est constituée sans moi, quoi. Enfin, je veux dire, d'une certaine façon. Tandis que j'ai l'impression que quand je parle de Kristen ou quand je parle de Edgar ou d'une certaine façon d'ailleurs de Maggie, vous avez fait redécouvrir aussi. Il y a quelque chose qu'on a réinventé ensemble de leur pratique du cinéma. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre patience et votre écoute. Bah oui, merci beaucoup. vous aussi. Merci Olivier Assayas. Merci.